aspects. Cet après-midi, on va continuer, comme je viens de le dire. Là, on n'était pas live, je vais me répéter. On aura deux live, deux panels plutôt. Donc, le premier, ça va tourner autour marketplace, plateforme. J'espère que je dis pas de bêtises. De toute façon, il y a des experts avec nous qui vont expliciter chaque terme, chaque concept. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont aussi parler de leur expérience terrain marocaine, expérience que je suis certain sera d'un grand apport par rapport à nos TPE et PME. Ce panel-là sera suivi par une autre session qui est beaucoup plus tournée sur le CRM, sur le capital humain, comme on aime le dire. Écoutez, là maintenant, j'ai avec moi Sitalek Fadeli, fondateur, directeur de Algo et de Service Maroc, qui va nous parler dans un premier temps, pendant 20 minutes, des plateformes, des marketplaces. C'est vrai quand on parle de digital, quand on parle d'informatique, quand on parle de Internet d'une façon générale, on parle souvent de plateformes. Et parfois, j'ai l'impression, du moins d'après ma modeste expérience, c'est qu'on se mélange un petit peu les pinceaux. C'est quoi plateforme? C'est quoi marketplace? Comment ça peut être vraiment un moteur pour la transformation digitale? Et je vais ajouter un petit terme, c'est que transformation, peut-être business transformation digitale, parce que tout ça, ce qu'on fait, c'est l'apport, l'impact par rapport au business. Sans trop tarder, je donne le micro à Thaler pour qu'il nous présente la partie plateforme, marketplace et retour d'expérience. C'est bon. Bonjour tout le monde. Tarek Fadli, je suis entrepreneur dans ce qu'on appelle aujourd'hui le digital. On l'appelait l'IT avant. Je connais pas, je sais pas quand est-ce qu'on a fait la transition. En fait, la transition s'est faite dernièrement dans les 10 dernières années, quand plusieurs segments de la société, que ce soit business, éducation, santé, justice, on a commencé à remarquer qu'il y a un apport, ou une valeur ajoutée qui peut créer la différence dans chaque domaine. Donc aujourd'hui, en parlant de plateforme ou de marketplace, pour le grand public, quand on parle de marketplace, il y a des noms des géants qui sonnent ou qui résonnent chez nous, comme Amazon, comme Alibaba. Donc la première chose que je voudrais partager, c'est la différence entre marketplace. Donc il y a le marketplace public, il y a d'autres marketplaces qui sont plus B2B ou B2C. Donc quand on parle de marketplace, il faut dire aussi que même les réseaux sociaux aujourd'hui, les fameux Facebook et Instagram sont aussi des marketplaces. Donc si j'ai à définir le mot, je dirais c'est toute plateforme digitale qui permet de mettre en contact ou en liaison la demande et le supply. Okay? Donc ça c'est en grosso modo. Quid de la situation ici au Maroc? C'est vrai que en termes d'utilisation, on voit d'autres acteurs comme Jumia, on voit aussi des plateformes comme Avito. On a vu dernièrement, durant le confinement ou durant cette crise sanitaire, que plusieurs secteurs se sont penchés vers ces marketplaces-là, notamment pour faire des achats. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas commandé quelque chose en ligne durant cette période, ou non? Non? Oui. Oui. Donc ça, je pense qu'on était contraint à le faire et même pour les personnes qui l'ont jamais fait, c'est un début d'expérience, c'est une première expérience pour pousser ça. Quand on analyse en fait ces géants que j'ai prononcés, par exemple quand on prend une grosse boîte comme Amazon et on voit l'impact économique qu'elle a créé là où elle desservit, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, non seulement l'impact économique sur la population, mais aussi l'impact sur l'entreprise elle-même. On voit aujourd'hui que Amazon, c'est un géant incontournable qui est parti du marketplace, qui s'est introduit pour faire de la concurrence à Netflix sur Amazon Prime,
qui est parti sur plusieurs segments de sa chaîne de valeur, alors qu'avant c'était juste une mise en liaison rapide. Aujourd'hui, c'est toute une chaîne de logistique qui part sur des innovations via drone pour la livraison, qui est très bien parti sur le cloud aussi. Aujourd'hui, Amazon c'est un géant du cloud qui vient de signer des contrats avec des milliards et des milliards de dollars avec notamment la défense américaine. Serait bon, c'est un léger problème parce que selon les statistiques de la NRT, on commence à avoir une bonne pénétration de smartphones dans les différents segments de la différentes classes de la société, et même la couverture Internet, malgré le fait qu'elle est toujours la plus chère en Afrique, elle reste néanmoins respectable par rapport à la population et aux zones géographiques. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est celui des paiements. Le Maroc a beaucoup de retard en termes de paiement mobile ou paiement électronique. Je pense, et là je dis mon opinion, c'est juste mon opinion, je pense que ça c'est le résultat d'un conflit entre le secteur bancaire et le secteur télécom. Et c'est vraiment dommage parce que j'estime, quand on est dans un pays comme, je sais pas, n'importe quel pays africain, je vais pas nommer, et quand on voit qu'il y a une différence de développement, parce que nous sommes un pays en voie de développement, et quand on est dans un pays qui est labellisé sous-développé, et quand on voit qu'avec un téléphone de 200 dirhams, un Nokia, qu'on peut payer le taxi, on peut payer l'épicerie, on peut payer Canal+, on peut payer l'hôtel, on peut payer le restaurant juste avec un simple téléphone avec des SMS. Et ici, on n'a pas de la facilité. Donc côté télécom, il y a eu un retard les paiements mobiles, et même les banques qui ont résisté le paiement par mobile, eux-mêmes, ils ont un retard dans la bancarisation, ou même donner des cartes qui fonctionnent bien sur Internet. Donc tout ça, c'est en train de se régler. Okay, ces deux points, la pénétration d'Internet et des devices, le paiement mobile, c'est en train de se développer. Ça a pris du retard, mais je pense qu'on va y arriver. Il reste un point très très important, et celui-là, je pense que sa solution est purement digitale, c'est celui de la confiance sociétale. Donc la confiance sociétale, c'est un fardeau sur tous les domaines, que ce soit le digital ou autre. Le problème de la confiance sociétale, c'est que pour faire des transactions sur des marketplaces, pour faire des business avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés, il faut un minimum de confiance. Or, nous, on a un très grand problème de confiance sociétale, et la plus grande preuve, quand on débarque chez nous, c'est quand on fait cacheter notre passeport par un policier, 3 mètres plus tard, un autre policier vérifie que c'est bien cacheté. Donc ça, c'est le premier exemple frappant de la confiance sociétale. Après, on en a d'autres. Si on signe un papier aujourd'hui, on a besoin de le légaliser, parce qu'il n'y a pas de confiance. On ne se fait pas confiance, l'administration ne nous fait pas confiance, et l'administré ne fait pas confiance à l'administration. Donc, ce type de relation, à mon sens, a du mal à mettre en place ces marketplaces. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans le milieu des startups, et quand je rencontre un jeune qui me pitch une idée sur son application de mise en liaison entre, par exemple, les plombiers et les clients, ou entre les passagers et un conducteur. La première réflexion que j'ai, c'est que dans un modèle économique où la confiance sociétale n'est pas là, cette marketplace court un risque, parce que le scénario classique, c'est qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un plombier, je suis passé par l'application, j'ai payé
L'application, en fait, bien sûr, elle doit être monétisée. Donc, j'ai payé un pourcentage pour l'application, mais j'ai rencontré la personne, j'ai son numéro de téléphone. La prochaine fois, je suis pas obligé de passer par l'application. Donc, ça aussi, c'est un exemple. Donc, comment on fait pour renforcer ces mécanismes? À mon sens, il y a des choses qu'on peut faire, et je vais vous parler de deux projets qu'on est en train de mener pour donner des exemples concrets au Maroc. Il y a une chose que je ne cesse pas de répéter, c'est que notre adoption du digital, elle doit avoir un mindset différent. Aujourd'hui, si les Américains et les Européens digitalisent parce qu'ils veulent améliorer la performance, ils veulent réduire les coûts, ils veulent réduire les salariés, nous, au Maroc et en Afrique, on doit avoir une autre perception. C'est comment créer de la valeur pour le digital. Parce que nous, on n'a pas besoin d'éliminer les jobs, on a besoin de les créer. On a besoin de booster une économie. Donc, on doit avoir une approche un peu, je dirais, endogène et inclusive. Donc, nous avons essayé d'imaginer c'est pas des marketplaces. Une, c'est une marketplace, elle est toute récente, mais l'autre, je dirais que c'est une marketplace, mais c'est quoi le produit? C'est les services gouvernementaux. Donc là, je vais parler de Waraqi. Waraqi.ma, c'est une plateforme sur laquelle nous avons bossé plus de 4 ans ou 5 ans, qui est aujourd'hui, qui fonctionne dans une seule Muqata'a, ici à Casa Finance City, et elle permet de faire un dépôt de signature électronique sur appli mobile et de créer un compte et utiliser ce compte comme un lien de confiance avec le Muqata'a et le Muqaddam. À chaque fois que je veux légaliser un document ou faire une copie conforme ou avoir une attestation de résidence ou même une attestation de déplacement, j'ouvre mon appli Waraqi, je me connecte et je signe le document, je le scanne ou je prends une photo. La même chose pour le reste des procédures. Et là, mon interaction avec le Muqata'a devient 100% digitale, sans déplacement, et je reçois mon document signé électroniquement, chose qui est opposable au Maroc. Maintenant, ce marketplace, c'est une sorte de Uber de l'administration. Okay? Nous, on vend pas la solution. On la donne gratuitement à Muqata'a. Aujourd'hui, on a d'autres administrations qui sont en train de rejoindre la plateforme, comme l'administration de la douane, d'autres ministères que je nommerai pas tant que c'est pas signé, mais on a bien avancé pour fournir. Donc, par exemple, on a 3 ministères qui veulent ne plus recevoir les entreprises, les personnes morales et physiques, et qui veulent tout fournir à travers Waraqi. Combien ils vont nous payer, nous? 0 dirham. On va faire ça pour eux gratuitement. Okay? Comme ça, d'où le nom Waraqi. L'idée, c'est qu'un Marocain, s'il veut Waraqa, c'est qu'il a une appli qui s'appelle Waraqi, et à travers cette appli, il va pouvoir tout faire. Donc, pourquoi c'est un marketplace? C'est un marketplace parce que c'est une mise en liaison entre l'administration et l'administré. C'est une approche endogène, c'est-à-dire on ne change pas de loi. Le dépôt de signature, aujourd'hui, se fait dans toutes les Muqata'a au Maroc, sauf qu'il n'est pas démocratisé. Il est réservé à une certaine couche ou classe de la société. C'est les dirigeants d'entreprise. Un étudiant, un citoyen lambda, s'il n'a pas des statuts d'entreprise, il ne pourra pas bénéficier de ce service. Donc nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a démocratisé l'accès à ce service à travers la technologie. Bien sûr, il y a de la techno derrière, de l'intelligence artificielle pour analyser la signature, l'OTP, le 3D Secure pour envoyer des codes, pour s'authentifier par transaction. Et la question, c'est que comment nous, on gagne l'argent? Sur le modèle de Muqata'a, comme j'ai dit, parce qu'on est avec plusieurs administrations, sur le modèle de Muqata'a, on fournit la plateforme à tout le monde, gratuitement. Nous, on monétise sur le citoyen qui veut pas se déplacer. Okay? Parce qu'on peut pas aujourd'hui ramener une solution, une marketplace qui n'a pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée sur Waraqi, c'est plus de déplacement et plus de papier. Donc, pour ce faire, on va facturer, aujourd'hui, on facture 9 dirhams par transaction pour le citoyen qui veut pas se déplacer. Celui qui veut pas payer ou qui ne peut pas payer va se déplacer à l'arrondissement, le Muqata'a, et utiliser notre plateforme gratuitement. Okay? Je rejoins ça au modèle endogène. Celui qui veut pas se déplacer, on est une sorte de coursier électronique de trust. Donc, on va prendre 9 dirhams. Pourquoi on a arrêté 9 dirhams? Étant honnête avec vous, on a estimé que 9 dirhams, c'est moins de 10.
et un déplacement à Al-Muqata'a, que ce soit en bus ou en taxi ou en voiture, et la perte de temps. En fait, notre valeur ajoutée, c'est ça, c'est la perte de temps. Maintenant, pour l'approche endogène, pour l'approche inclusive, on a compris que, par exemple, dans le modèle Muqata'a, il y a 2000 Muqata'a au Maroc, plus de 20 000 fonctionnaires. Le digital stipule la transparence. Bien sûr qu'il y aura une résistance au changement. Pas tout le monde sera enthousiaste le premier jour pour télécharger l'appli et traiter les demandes des citoyens de l'arrondissement via la plateforme. Donc, pour ce faire, ce qu'on a partagé, qui malheureusement n'a pas été retenu pour plusieurs raisons, c'est qu'on partage, on fait un revenue sharing, un partage de revenus sur le 9 dirhams, légalement, à travers une fondation, à l'agent traitant. Comme ça, il n'y a pas de résistance au changement. Au contraire, ces personnes-là, parce que nous, en tant qu'administrés, quand on les regarde d'un différent angle. Mais si vous vous mettez avec eux derrière ce comptoir, votre perception va rapidement changer, parce que eux aussi ils galèrent. Eux aussi, ils sont pas bien payés. Donc l'idée, c'est pourquoi ne pas innover pour créer de la valeur et augmenter leurs gains d'une manière légale et transparente et les encourager à utiliser le digital ou l'adopter. Donc ça, c'est un modèle. Le deuxième modèle s'appelle Blasty. Ça, on a rêvé durant le confinement. Donc oui, je sais, tout le monde rigole. Il y aura Blasty, je sais pas ce qui va être prochain, mais encore une fois, une marketplace endogène qui parle aux Marocains. Et d'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote et vous allez voir combien Blasty parle aux Marocains. Alors Blasty, on l'a imaginé pour virtualiser d'abord la file d'attente. Ok. Aujourd'hui, si vous allez dans une banque ou à l'IDEC ou au Ridal, vous allez voir qu'il y a un matériel de file d'attente. Le problème avec ce matériel, c'est qu'il tombe souvent en panne. Combien de vous sont rentrés dans une administration la première fois, vous avez vu, ça c'est bien organisé, il y a la queue, je prends un numéro, j'attends le téléaffichage, ça se passe très bien. Un mois plus tard, vous revenez, ça marche pas. Je suis le seul à voir ça ou on a souvent... Ouais, voilà. Donc, c'est un matériel qui est importé. À la rigueur, le vigile, l'agent de sécurité, il vient le matin très tôt, il imprime 50, il les met à la poche et là, il commence à les vendre. Et durant la crise Covid, on s'est rendu compte que faire la queue ou attendre dans une file d'attente, c'est peut-être pas très sanitaire, on va dire. Donc, l'idée, c'était pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour que si aujourd'hui je commence à planifier ma journée, parce qu'on sait que nous les Marocains on n'aime pas les rendez-vous, c'est pas notre truc, être à l'heure et tout ça. Donc l'idée c'est juste ouvrir cette appli et voir les files d'attente qui sont dans l'ensemble des endroits où je veux me rendre. Par exemple ce matin, je vais aller à la conservation foncière, après je vais aller à la banque, après je vais passer je sais pas, chez le coiffeur. Ok. Donc l'idée c'est que je peux faire la queue virtuellement sans y être physiquement. Et comment ça se passe, c'est qu'on a l'intelligence artificielle qui sait qui est là, qui est pas là, à travers nos smartphones. Et par exemple, je suis là, je vais faire la queue. J'ai une visibilité sur le temps. Par exemple, l'application me dit il y a 20 personnes qui sont devant vous et le temps moyen de traitement il est de 7 minutes. Donc elle estime, et ça, comme vous pouvez l'imaginer avec les machine learning, ça devient, si vous utilisez Waze, par exemple, et qui vous dit que vous allez être là-bas à 14h19, c'est à 14h19 que vous êtes devant la porte. Donc, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, l'application va vous gérer et elle va vous donner une fenêtre de 2 minutes. C'est-à-dire, si vous êtes à cet endroit à 2 minutes près, vous n'allez pas faire la queue, vous allez être servi et vous allez sortir. Et derrière, ce que ça génère comme data, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec Beryl Bank pour équiper 150 bureaux pour tester. En fait, ce que ça génère, c'est le insight de l'entreprise. C'est-à-dire, le chef d'entreprise va voir le temps de traitement moyen, il va voir des données qu'il n'a jamais pu imaginer avoir dans le passé, qui vont l'aider à optimiser, à prévoir. Par exemple, cette agence va avoir 200 personnes durant la journée, il vaut mieux la staffer, celle-là elle a 50, là je fais la queue, je vois qu'il y a 30 personnes dans celle-là, mais si je marche ou je conduis pendant 5 minutes, je peux être mieux servi dans celle-là. Donc
l'apport de Blasty en termes d'intelligence artificielle, c'est qu'on a un seul œil qui regarde toutes les files d'attente et c'est quoi les besoins des personnes. Et l'idée, c'est ne plus avoir de salle d'attente ou de file d'attente et se fier sur l'application. Donc, en termes de business model, on est parti sur une location, on a une subscription de 99 dirhams par agence par mois. Et là, on a une appli qui fait le travail de le vigile, qui va me permettre, si j'ouvre une nouvelle agence, de réduire mon immobilier sur la superficie de la salle d'attente. Donc, il n'y a que des bénéfices. Et plus tard, on s'est rendu compte, parce que notre première entreprise, Algo Consulting, a beaucoup bossé sur la billetterie, notamment avec l'ONCF, avec le TGV. Donc, on connaît très bien ce système-là. Même avec Supratour, on connaît très bien le sujet de la billetterie. Donc là, on a commencé à travailler avec d'autres clients sur la billetterie sur Blasty. La billetterie autocar, la billetterie train, tramway, même petit taxi. Donc, c'est devenu vraiment une marketplace d'El Blasa. Okay? Là où je fais la queue, où là je prends un bus, où là je prends même plus tard l'avion. Et récemment, et c'est là l'anecdote, récemment, on a été approché par des présidents de communes et on se dirige vers les souks. Parce que souks au Maroc, il y en a 24 qui sont énormes et en moyenne, ils ont entre 1500 à 2000 places. C'est des places, c'est de l'argent qui est perdu, parfois l'État dû à la fraude, dû à la mauvaise gestion. Et on est en train de heurter des nouveaux obstacles. En fait, je dirais pas le Maroc profond, mais un bon segment de l'économie marocaine, c'est dans les souks et dans les gares routières. Donc c'est là où on veut se positionner avec cette appli. Les abattoirs, par exemple. Quand on parle d'abattoirs, dans les grands souks, on parle de 2000 à 5000 têtes de volaille par heure. Oui. Donc, de la volumétrie énorme avec l'ONSA, avec le ministère, des procédures, du papier, attendre et tout ça. Donc, l'idée, c'est, aujourd'hui, on est en train de brainstormer et voir comment Blasty peut vraiment servir à ce niveau économique du Maroc, que ce soit les souks, les abattoirs et les gares routières. Donc, voilà. Merci beaucoup, Taleb. De toute façon, pour résumer un petit peu, pour faire un récap, c'est qu'aujourd'hui, marketplace, plateforme, c'est un petit peu, on pourrait pas dire la même chose, mais un petit peu chose qui se ressemble. De toute façon, marketplace, il est basé sur une plateforme. Ici au Maroc, on a besoin, de toute façon, ça marche, on en a besoin. La différence par rapport à ailleurs, c'est qu'il faut vraiment créer de la valeur. Il ne faut pas simplement copier ce qui existe ailleurs. L'exemple que tu viens de donner, c'est un bon exemple parce que vous êtes en train de chercher vraiment comment rendre service dans les différents emplacements, là où il y a vraiment un besoin. Vous avez aussi parlé de modèles, de business modèles, donc il faut pas, encore je me répète, copier, donc il faut créer ce besoin. Et aussi vous avez parlé des obstacles au niveau de paiement, de règlement, peut-être aussi de culture, parce que l'exemple que vous avez donné, si un prestataire de service vient faire le service, le client le connaît et on risque de partir avec cette relation-là. Mais aussi vous avez tout à l'heure parlé de l'ubérisation, de l'Uber comme exemple. Mais je vais peut-être enchaîner avec Ismaël. Ismaël, cofondateur de WAF. Je le dis bien, c'est Ismaël. C'est au forum. Il est au forum, pardon. Il est c'est WAF, cofondateur de WAF. C'est bien ça, n'est-ce pas? Woofer, c'est économiser en dirigeant. Ah, ok, excellent. Ben écoutez, voilà donc. Je vous donne le micro pour nous parler un petit peu de l'ubérisation. On sait que Maroc, l'expérience est un petit peu particulière, est un petit peu, j'ai pas envie de dire conflictuelle. Bon, elle était particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous renseigner de positif, j'insiste, par rapport à l'expérience de Uber et aussi comment on peut utiliser cet exemple-là par rapport à la TPE, par rapport au digital et surtout pour rebondir par rapport aux événements qu'on vit maintenant. Tout d'abord, je vous remercie de considérer que je peux répondre à une question qui est aussi complexe que celle-ci. Et j'aimerais commencer par m'excuser de ne pas être parmi vous. C'est parce qu'en fait, je suis positif au Covid. Donc, j'ai été malade toute la semaine. Là, je vais beaucoup mieux, mais par souci de prendre aucun risque et de ne contaminer personne, j'ai préféré faire ça par call. Bon rétablissement. On te souhaite un très bon et un rapide rétablissement, Inch'Allah.
Merci infiniment. Alors pour en revenir à votre question, en fait, moi ce que j'aimerais partager avec vous, c'est en fait une expérience que j'ai vécue. J'ai eu l'immense chance de travailler pour l'un des concurrents de Uber à Paris, qui s'appelle donc Hitch, et j'ai eu la chance de gérer leur filiale au Maroc. Et j'ai rejoint l'aventure dans une configuration un peu particulière, à travers laquelle je retrouvais absolument l'argumentation qui est portée par mon ami Tarek. C'est-à-dire qu'en fait, on avait affaire à une marketplace et il y avait un conflit à un moment donné entre ce que nous on cherchait à faire, c'est-à-dire faire adopter le service aux Casablancais, et le fait que les Casablancais à l'époque l'utilisaient vraiment très peu. Pour vous donner quelques chiffres, quand je suis arrivé, il y avait quelques centaines de trajets par semaine qui se faisaient via l'application. Il y avait quelques dizaines de chauffeurs qui étaient actifs sur l'application. Et en l'espace de quelques mois de travail, on est arrivé à plus de 4000 chauffeurs de taxi qui étaient inscrits sur la plateforme, des dizaines de milliers de trajets qui se faisaient chaque semaine et des centaines de milliers de Casablancais qui l'utilisaient. Et donc, en fait, on est concrètement passé de zéro, d'une start-up qui ne fonctionnait pas, à quelque chose qui comptait énormément pour les Casablancais. Et si vous voulez bien, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous détailler un peu la partie mécanique qui fait qu'on arrive d'une configuration où une marketplace ne fonctionne pas à une configuration où énormément de gens se mettent à l'aimer, l'utiliser tous les jours. Tout d'abord, en fait, marketplace, c'est un terme qui en général est un peu galvaudé. J'aimerais juste apporter ma vision de ce que c'est qu'une marketplace avant de rentrer dans le vif du sujet. En général, quand on dit marketplace, on pense à Amazon ou à Jumia, dans le sens où la marketplace, c'est le marché digital où on peut aller faire ses courses. Ce qu'on va entendre en général quand on fait de la startup de ce que c'est qu'une marketplace, d'un côté, des personnes qui vont fournir un service, ce qu'on appelle communément la supply, et de l'autre côté, des gens qui vont consommer ce même service, ce qu'on appelle la demand. Et l'immense difficulté des personnes qui cherchent à créer et à faire croître une marketplace, c'est de réussir à faire grandir de manière parallèle et équilibrée la supply et la demand, les fournisseurs du service et les demandeurs du service. Donc, par exemple, si vous êtes Uber, les chauffeurs d'un côté et les clients de l'autre. C'est le fameux problème de la poule et de l'œuf, c'est ce paradoxe. Si vous vous retrouvez avec 1000 chauffeurs et qu'il y a 100 clients, si ça fait pas assez de clients pour que les chauffeurs aient une rentabilité via l'utilisation de Uber. Et le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire si vous avez 100 000 clients et 100 chauffeurs, à chaque fois qu'un client va utiliser l'application, il va se retrouver dans une configuration où il trouvera pas de chauffeur. Et donc en fait, l'immense difficulté, c'est celle qui consiste à mettre assez de clients face à assez de fournisseurs de services pour que les deux puissent trouver leur compte à l'utilisation du service, trouver une marketplace equilibrium, un équilibre de place de marché. Et en général, on se rend compte que autant c'est extrêmement difficile de sortir de ce problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire ce qui est le premier, est-ce que c'est la supply ou est-ce que c'est la demand, autant quand on arrive à régler ce problème, en fait, on se retrouve très rapidement dans la configuration où la croissance de la société devient complètement organique, parce que plus vous avez de personnes qui utilisent l'application, plus vous donnez de rentabilité à votre supply, plus vous donnez de rentabilité à votre supply, plus ça devient rentable de venir travailler pour la société. Et plus ça devient rentable, plus ça devient facile d'aller chercher des nouveaux suppliers, donc des chauffeurs par exemple pour le cas de Hitch. Et plus vous avez de chauffeurs, plus ça devient facile de trouver des clients. Et en fait, moi, si je peux vous donner une grande conclusion, c'est que le meilleur levier pour réussir à trouver des personnes qui utilisent une marketplace, c'est trouver des fournisseurs. Le plus vous avez de fournisseurs, le plus ça devient une commodité que d'avoir des personnes qui utilisent la marketplace. Et c'est dans la droite lignée de ce que disait l'excellent Tarek il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de confiance avec les marketplaces au Maroc. Moi, c'est une argumentation que je fais mienne, je suis en alignement parfait avec ce qu'il dit, mais ce que je pense être plus pertinent encore, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Si les gens n'ont pas confiance dans les marketplaces, c'est parce que les marketplaces au Maroc, en général, ne fonctionnent pas. Et quand il y en a une qui fonctionne, on se rend compte qu'elle fonctionne très bien. Aujourd'hui, vous prenez par exemple Glovo, c'est une marketplace. Vous avez le restaurant d'un côté et les personnes qui veulent commander un repas de l'autre. Elle fonctionne extrêmement bien. Et en fait, si vous voulez amener même un quantitatif, c'est-à-dire réussir à mettre un chiffre
derrière l'analyse qui consiste à dire pourquoi une marketplace fonctionne ou fonctionne pas, on se rend compte qu'en fait, en rationalisant l'esprit humain, on y arrive très bien. Pour dire les choses de manière triviale, si vous mettez au numérateur la quantité de personnes qui demandent un service et au dénominateur la quantité de personnes qui réussissent à obtenir ce service via votre marketplace, à partir du moment où sur ce ratio, vous êtes sur des niveaux qui sont au-delà de 95%, ce qu'on appelle un success rate, un taux de succès, et ben en fait, vous vous retrouvez avec des marketplaces pour lesquels la confiance est extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, la croissance qu'on avait de semaine en semaine lorsque je travaillais pour Itch était sur certains moments à plus de 60%. C'est-à-dire que quand on faisait 10 000 trajets, bah, en une semaine, on avait fait 60% de trajets en plus que la semaine dernière. En somme, on avait une croissance qui était complètement exponentielle. Plus on avançait dans le temps, plus ça devenait facile de trouver des personnes qui voulaient utiliser le service. Et donc, en fait, c'est le paradoxe avec tout ce que je viens de vous décrire, c'est que les 400 ans les 400 ans de révolution industrielle que le monde a connue font que la logique que je suis en train de vous décrire est extrêmement contre-intuitive. Elle est contre-intuitive parce qu'en fait, l'habitude qu'on a, c'est celle qui consiste à dire que plus on standardise un service, et moins bonne est la qualité. Si vous prenez un petit fabricant de chaussures ou le meilleur exemple, c'est peut-être les montres. Vous prenez un artisan de la vallée de Joux en Suisse, il va vous sortir une montre qui est fabuleuse, qui est faite à la main, qui est magnifique et dont la valeur perçue sera extraordinaire. Mais aujourd'hui, celui qui vend le plus de montres, c'est Apple. Et en fait, quand on analyse pourquoi Apple vend plus de montres que toute l'industrie de la montre en Suisse, on se rend compte parce que en fait, l'Apple Watch, elle ne permet pas juste de voir l'heure. Elle vous permet de monitorer une séance de sport, de commander votre nourriture, de lire vos mails, de recevoir vos notifications, de suivre votre santé, etc., etc. En somme, on se retrouve dans la configuration d'un marketplace. Plus vous avez de personnes qui ont une Apple Watch, plus ça devient rentable pour une entreprise de développer des applications d'Apple Watch. Plus vous avez d'applications d'Apple Watch, plus vous vous retrouvez avec des personnes qui veulent acheter l'Apple Watch parce que l'Apple Watch commence à faire des choses extraordinaires. Et donc là où dans le monde des révolutions industrielles qu'on a connues, on se retrouvait systématiquement dans la configuration où quand il y avait une usine, la qualité perçue baissait, bah dans le monde de la startup, et c'est ce qui est très contre-intuitif, plus on a de personnes qui utilisent un service, plus on se rend compte que la qualité qui est donnée par ce service à ses utilisateurs est grande. Et donc, on se retrouve dans le contre-intuitif le plus total où vous avez des marketplaces qui sont devenus mondiales. Donc, Uber et Airbnb sont bien évidemment ne font pas débat du point de vue de la marketplace, mais d'autres, Facebook, par exemple. Facebook, aujourd'hui, la seule manière de donner de la valeur aux utilisateurs de Facebook, c'est de faire que leurs amis soient également sur Facebook. Quand je dis Facebook, c'est Facebook et Instagram, bien évidemment. Et donc, plus vous avez d'amis sur Facebook, plus ça devient facile pour Facebook de faire venir des amis, et plus il y a de personnes sur Facebook, plus ça devient rentable pour Facebook de vous utiliser comme supply. Les utilisateurs de Facebook sont de la supply. Et la demand sur Facebook sont les marques qui vont payer Facebook dans le but de pouvoir vous displayer de la publicité. Donc en fait, pour en revenir à mon point initial, qui était celui de l'ubérisation, oui, il y a quelqu'un qui cherche à m'interrompre. C'est bon, non, tu peux continuer, Ismaël. Je vous en prie, hein, si vous avez quoi que ce soit, c'est peut-être même mieux qu'on le fasse de manière interactive. Donc, si vous voulez m'interrompre, que vous avez des questions spécifiques et que mon avis vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Donc, pour en venir à mon point initial, en fait, la problématique de la marketplace et de l'ubérisation, que ce soit au Maroc ou partout dans le monde, c'est avant toute chose une question qui a trait à la rigueur de l'organisation de ceux qui portent ces marketplaces. Aujourd'hui, le grand déficit qu'on a au Maroc, c'est qu'on se retrouve très souvent dans la configuration, on a des gens avec une volonté extraordinaire, avec des pouvoirs publics qui essaient de faire réellement bien les choses, à l'image de ce que fait la CCG, par exemple, qui font un travail extraordinaire pour essayer d'aider les startups. Ben, malgré ça, on se retrouve
dans la situation où l'exécution est mal portée, où la manière que les entrepreneurs vont avoir de dépenser l'argent sera pas la bonne. On dépensera de l'argent pour faire un peu de publicité, pour avoir quelques salaires, et finalement, très rapidement, on se rendra compte que ces dépenses qui ont été engagées n'ont provoqué aucune traction. L'exécution à quel niveau? Bah, l'exécution, ça peut être à différents niveaux, mais particulièrement l'exemple que je prenais là maintenant, je pense qu'il répond de manière rigoureuse à votre question, parce que en fait, on se rend compte d'une chose qui est vraie à chaque fois qu'une marketplace est créée. Ah, peut-être ça a coupé là. Est construite et qu'elle fonctionne. Le vrai métier. Oui, je vous disais que le vrai métier d'une personne qui porte une marketplace, c'est de savoir comment mettre l'argent au travail. En somme, est-ce qu'on dépense correctement l'argent ou est-ce qu'on le dépense pas correctement? Pour vous donner un ordre d'idée, sans trop rentrer dans le détail parce que j'ai pas le droit de le faire, mais à l'époque où je dirigeais Itch, sur 100 dirhams qu'on dépensait, il y en a. Peut-être il y a une mauvaise connexion Internet. C'est au bon moment. Ça de mémoire comme ça, très probablement. Désolé Ismaël, ça a été coupé à 2 reprises. Donc, tu disais, à chaque 100 dirhams que vous investissez. Voilà, à chaque fois qu'on dépensait 100 dirhams, il y en avait probablement 97 ou 98 qui allaient vers ce qu'on appelle de la construction de places de marché. La construction de places de marché, on peut le diviser en plusieurs choses. La première, ça peut être comment, par exemple, on va rémunérer les taxis en plus de ce que leur rémunère le client pour le service, pour être sûr que ces taxis sont à disposition des clients. On s'assurait également que cette dépense soit cohérente, parce qu'il fallait qu'on dépense de l'argent, mais pour atteindre la taille critique qui fait qu'on n'ait plus besoin justement de payer les taxis. On pouvait dépenser cet argent pour s'assurer du fait que la croissance du volume de taxis qui sont à disposition pour les clients soit extrêmement rapide, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre la quantité de taxis et la quantité de clients. Pour le dire dans d'autres termes, pour donner un corollaire de ce que je viens de dire, plus on investissait sur de l'acquisition et de la rétention de la supply, plus les coûts d'acquisition de la demand, donc ceux des clients, ceux qui sont in fine en bout de chaîne, baissaient. C'est ça. Baissaient. Et donc en fait, on se retrouvait avec une équation économique qui ne devenait logique qu'à partir du moment où on arrivait à atteindre une taille critique. Et donc en fait, la grande difficulté, pour en revenir à votre question originelle, qui est pourquoi le problème d'exécution existe, c'est que entre le moment où on décide de commencer et le moment où on a atteint cette taille critique, il y a une quantité d'argent assez importante à dépenser et il y a une intelligence à mettre derrière ces dépenses qui doit être ultra rigoureuse. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à. Je vais peut-être résumer à travers mes mots ce que j'ai compris, parce que de toute façon c'est un sujet qui est vraiment très important et depuis quelques années on entend parler de l'ubérisation digitale, plateforme, marketplace, et vraiment tout le monde veut en tirer profit, mais on a l'impression c'est qu'on tient pas le bout, ou du moins on tient pas le bon bout. Et ici, à plusieurs fois, au niveau du CDD, nous avons vraiment des réactions. Écoutez, on entend parler des gens qui ont créé du business dans un garage, mais nous, ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de créer du bon business et on n'arrive pas. Dites-nous quel est le secret. Je vais résumer rapidement. Alors, ton idée, c'est que, l'idée que je retiens, c'est l'effet de réseau. C'est créer la plateforme, l'ubérisation, c'est vraiment l'effet de réseau. À fur et à mesure que j'ai plus de supply, de fournisseurs, j'ai la possibilité d'avoir des clients et c'est une boucle qui est vertueuse. On est dans un cercle vertueux qui alimente l'un l'autre. L'autre exemple que tu avais donné aussi par rapport à la standardisation des montres et le cas aujourd'hui de Apple, pour donner l'exemple concret, c'est cette capacité d'utiliser la même plateforme pour avoir de plus en plus de software et du coup de plus en plus de valeur. Et ce qui fait l'importance ou l'intérêt. Moi, de toute façon, ça c'est ma compréhension. J'espère que j'ai bien compris. Si jamais il y a autre chose, de toute façon tu peux corriger. Moi, j'ai envie de poser la question. Ok, très bien, tout ça est beau, magnifique. Ok, concrètement, ici au Maroc, CDD, c'est un club de TPE, PME. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut le faire?
pour bénéficier, pour tirer profit, pour tirer avantage de toutes ces expériences-là, de tous ces concepts-là? Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas un problème qui est inhérent aux petites entreprises. Moi, aujourd'hui, par exemple, la startup qui s'appelle Offer, c'est une startup qui travaille dans le domaine du paiement mobile. Je suis en train d'essayer de lancer une application de paiement mobile en m'appuyant sur l'un des établissements de paiement de la place. Et en fait, les établissements de paiement avec qui j'ai discuté, qui sont aujourd'hui portés par des très grosses entreprises, qui sont les banques, qui sont appuyées par la Banque du Maroc, n'arrivent pas à sortir de cette problématique de la marketplace. Aujourd'hui, il y a 13 wallets, 14 wallets qui sont sur le marché. Les opérateurs téléphoniques ont tous lancé le leur, les banques ont tous lancé le leur, des plus petites entreprises ont tous lancé le leur. Personne au Maroc n'utilise le paiement mobile. En fait, quand vous prenez 2 secondes de recul, vous vous rendez compte qu'en fait, si vous avez de l'argent sur votre mobile, vous pouvez le dépenser nulle part. Mieux, si vous voulez avoir de l'argent sur votre mobile, il faut que vous vous déplaciez dans un réseau cash pour déposer un peu d'argent pour ensuite pouvoir en disposer. Mais si vous en disposez sur votre wallet, la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'envoyer à quelqu'un pour que lui-même aille dans le réseau cash pour ensuite le retirer en liquide et pouvoir ainsi l'utiliser. Donc en fait, on est en plein dans ce problème de la poule et de l'œuf, même pour des très grosses entreprises au Maroc. D'accord. Donc qu'on soit une petite entreprise, en fait, on est clairement dans une configuration qui est la même. On veut que quelqu'un utilise le service, pouvoir l'utiliser, c'est quelque chose de quantitativement précis. À chaque fois que Désolé, ça coupe, Ismaël. Si oui. tu peux répéter les 2 dernières phrases, parce que ça coupait. Oui, ce que je disais, c'est que quand on veut utiliser un service comme par exemple celui du paiement mobile, mais je pourrais prendre d'autres exemples, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où une personne veuille l'utiliser, la probabilité pour qu'il puisse le faire soit au-delà de 95%. Aujourd'hui, quand vous commandez un Glovo, vous savez que en à peu près et la probabilité est proche de 100% que 80%. C'est ça qui fait que le fait que vous continuez Glovo dans le temps, les deux fonctionnent aussi bien. Ça peut. La voix, Ismaël, désolé, la voix, elle est vraiment hachée. On t'entend pas très bien. Ça coupe, pas ça coupe, mais il est haché. Donc on n'arrive pas, le discours n'est pas intelligible en fait. D'accord. C'est mieux maintenant? Ah, c'est beaucoup mieux. Il Super. suffit que tu bouges là. Super, parfait. Bah, écoutez, c'est Internet. Hein, je m'excuse encore une fois de pas pouvoir être parmi Ah, c'est vous. mieux maintenant, c'est mieux. Ce que je disais en fait, c'est que le fait que vous soyez une petite, une moyenne, une grande entreprise, la seule façon de faire que ça puisse fonctionner, c'est que quelqu'un qui veut l'utiliser ait une probabilité de faire qu'il arrive à utiliser le service qui soit au-dessus de 95%. Quand vous cliquez sur le bouton pour qu'un taxi arrive avec Hitch, la seule chose qui fait que le service vous plaît et que vous voulez continuer à l'utiliser, c'est que le taxi vienne en moins de 3 minutes. Quand le taxi vient en moins de 3 minutes, vous avez une impression de qualité de service qui est extraordinaire. Quand vous utilisez Glovo ou Jumia Food, c'est la même chose. Vous savez que vous avez 100% de chance que votre nourriture arrive. Ça marche tout le temps. Si vous prenez le site web dont vous parliez tout à l'heure et qui consiste à avoir une personne qui vient faire la plomberie chez vous le jour où vous avez un problème de plomberie, donnez-moi un chiffre. En cliquant sur le bouton, la probabilité que quelqu'un vienne, elle est de combien? Ça peut être Tarek qui va nous dire. Ouais, excellent, Tarek. Ça dépend de la région, il dit. Ça dépend de la région. Bah non, en plein centre Casablanca, là où c'est censé fonctionner, là où il y a tout le monde. Ça veut dire, là, tu es en train de dire que d'après ton expérience, aujourd'hui, le service à travers ces plateformes au Maroc ne donne pas une bonne qualité, une bonne satisfaction. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un potentiel une opportunité, n'est-ce pas? Absolument. Moi, ce que je dis de manière précise, c'est que quand on donne un service et que le service marche très bien, quand vous avez des taux de succès qui sont très élevés, les gens, en général, l'adoptent très facilement. Le fait de réussir à trouver de nouveaux clients devient une commodité. Et votre véritable problème, ça commence à devenir de trouver assez de fournisseurs pour continuer à faire que ce taux de succès soit au niveau que vous avez réussi à sortir. Pour répondre à ta question, en fait, justement, le seuil qu'il faut atteindre pour
pour que ça réussisse, il faut quand même amasser de part et d'autre un niveau d'utilisation, un niveau d'adoption qui est important. Et c'est ça ce qui est difficile à faire. Et je te rejoins. Aujourd'hui, dans les moyens de paiement, il y a tellement de wallets et aucune ne domine le marché. Là, si je vous pose la question, quel wallet vous utilisez, je pense qu'il y aura peu de gens qui vont répondre à la question. Donc, la partie moyen de paiement, la partie onboarding, la partie user, add le backend, que ce soit pour Itch ou pour Adaz. Mais le problème qu'on a, c'est atteindre, la première masse critique qui peut permettre à une plateforme de basculer d'une phase d'innovation d'idées à quelque chose qui a de l'attraction sur le terrain, qui commence à générer les chiffres. Et ça, on l'a vu. Le plus bel exemple de ça, c'est Glovo. Je sais qu'on n'est pas censé trop donner de nom, mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, avant Glovo, et tu me corriges, on a vu plein de start-upers qui essayent toujours de faire la même chose. Mais pourquoi Glovo a bien marché au Maroc? C'est l'exécution de l'idée. C'est que Glovo, ailleurs, en Espagne et au Portugal, ils ont déjà atteint cette masse critique de ce qu'on appelle en anglais user adoption, l'adoption par les utilisateurs. Ils l'ont déjà atteint dans un contexte différent. Et au Maroc, quand ils ont démarré, ils ont eu un peu du mal. Mais là, je ne sais pas comment ça se passe à Casa, mais à Rabat, ils cartonnent. Hein. Si je peux me permettre, Thaler, parce que je pense que la question originelle excusez-moi, j'ai pas retenu votre prénom. C'était celle qui consistait à dire pourquoi on y arrive. Thaler, pardon, autant pour moi. C'était celle qui consistait à dire pourquoi on y arrive à l'étranger, on n'y arrive pas. Non, moi, c'est Rossi Kautar. Moi, je croyais que tu parlais de Thaler. Il me disait que tu étais son pote. D'accord. Absolument. Du coup, ce que je vous disais, c'était pour faire la suite de ce que disait Thaler et qui est extrêmement pertinent. C'est pour ça que là où ce que j'ai commencé par dire, c'est que la vraie question, c'est une question d'attribution des ressources dont on dispose. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent au Maroc. Ressources humaines. Ressources humaines, la ressource financière. Ressources financières. Aujourd'hui, la CCG donne à peu près à n'importe quel entrepreneur 700 000 dirhams. Si vous utilisez l'intégralité de ces 700 000 dirhams pour ne rien faire d'autre que atteindre la taille critique dont Tarek est en train de parler, quand vous faites les choses avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de rigueur, vous vous retrouvez dans la configuration où vous arrivez à sortir des tractions qui sont très loin d'être négligeables. Quand vous avez une traction qui est non négligeable, ça commence à devenir assez évident d'aller parler à un fonds de capital risque qui peut vous donner encore plus d'argent. Et le dilemme de l'entrepreneur, c'est aussi celui-ci. C'est de savoir, d'une part, mettre les ressources au bon endroit et d'autre part, gérer le renoué pour pouvoir continuer à avoir des ressources au fur et à mesure du temps, des ressources financières, j'entends, pour pouvoir développer l'entreprise. Donc moi, je suis d'accord pour dire, il y en a très peu qui ont réussi au Maroc, mais le point sur lequel je serais complètement opposé, c'est celui qui consiste à dire que parce qu'on est au Maroc, on peut pas. Ah, excellent point. Il faut pas, ça, c'est vraiment une idée contre laquelle il faut se battre. On est aussi intelligent au Maroc que partout ailleurs. Malheureusement, on est encore en retard sur la compréhension de ces mécanismes qui sont nouveaux. Au Maroc, on est des très bons commerçants, mais on n'est pas encore des très bons entrepreneurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on va mobiliser de l'argent, on a besoin de voir un outcome. Ça nous dérange pas de mettre quelques centaines de millions de dirhams sur une usine, mais c'est extrêmement compliqué pour nous de mettre quelques dizaines de millions de dirhams dans la construction de la taille critique dont on est en train de parler à juste et donc en fait, c'est une question de ceux qui sont pionniers et qui y parviennent. Et il y en a qui y parviennent. Je veux dire, quand vous regardez une marketplace comme Facebook, en fait, elle fonctionne très bien au Maroc. Facebook marche très bien. Comment ça s'appelle? J'ai pas entendu. Tu parles de quoi exactement? Facebook? Je disais que en fait, certaines marketplaces dans le monde fonctionnent très bien au Maroc. C'est bien la preuve que c'est pas une question de géographie. La manière d'exécuter correctement cette chose. Excellent, Ismaël. De toute façon, ce que je veux garder dans ton discours, c'est que plateforme, ubérisation, c'est principalement du réseautage, du networking. À fur et à mesure qu'on a des fournisseurs, on a des clients, c'est un cercle vicieux. Non, pardon, c'est un cercle qui est positif.
qui augmente. Aujourd'hui au Maroc, on a des ressources, on a de l'intelligence aussi collective, on a aussi les moyens pour faire fonctionner les choses. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on mette en place les recettes qui ont marché ailleurs on les applique de façon intelligente pour faire avancer les choses. Et peut-être. Pardon, je me permets juste une petite phrase. L'une des choses qu'on a besoin, c'est de montrer un exemple concret aux entrepreneurs. Il faut absolument que Tariq Fedli devienne multimilliardaire avec Oraqi et j'espère sincèrement qu'il le deviendra. Comme ça, les gens, ils sauront qu'il y a un Tariq Fedli qui a réussi à le faire avec ses 10 doigts et qu'ils ont une chance de pouvoir y parvenir eux aussi s'ils mettent leur intelligence, leur temps et leurs efforts au service de la construction d'une marketplace ou d'une startup. Excellent témoignage. Ah, merci, mon ami. On a compris que vous êtes des amis, donc c'est pas grave. Hein. Écoutez, je vais peut-être enchaîner avec Yanis Lama qui est avec nous pour traiter aussi d'une question qui est qui est la continuité de ce qu'on est en train de dire. On a de l'intelligence, on a des ressources humaines, bien sûr l'intelligence, on a des ressources financières, on a les moyens, ça veut dire les process pour y arriver, mais aussi il y a le côté humain, il y a le côté managériel, il y a le côté dont cette transformation digitale qu'on vit aujourd'hui. Personnellement, j'ai l'impression que le côté humain il est délaissé quelque part. C'est comme si la technologie à elle seule va faire les choses. Il suffit de copier quelque chose qui a été ailleurs, on va la mettre et ça peut fonctionner. Par rapport à ça, je donnais le micro à Yanis Lama, fondateur et directeur de l'association internationale Youth ID, pour qu'il nous explique ou de façon qu'il partage avec nous son expérience par rapport à ce sujet-là. Yanis, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends très bien. Super. Donc à toi le micro. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer par quelque chose de très simple. Je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de gens aussi dans la salle et j'ai pas forcément de vision sur le public et sur vos écrans, mais je vais juste commencer par 3 questions avec quelque chose de simple qui est si la réponse est oui, vous tapez gentiment dans vos mains, pas besoin de taper trop fort. Si la réponse est non, vous levez les bras. D'accord, ok, bien reçu. Alors, la première question est juste, qui a l'impression d'être addict à ses mails, de passer beaucoup de temps à regarder ses mails? Donc, il y en a qui ont l'impression de passer vraiment beaucoup de temps. Qui se sont moins productifs durant les réunions justement en ligne, les réunions Zoom? Moins productifs, c'est ça? Oui, moins productifs. Non. Ok. Et la dernière question, qui trouve que convaincre des clients partenaires en ligne est plus compliqué? En ligne, chercher les clients en ligne est plus compliqué. C'est ça la question, oui. Yanis? Exactement. L'idée juste de commencer un peu par ces questions, c'est aussi juste de se poser la question de la relation humaine dans le digital et est-ce qu'on peut rapporter certaines des outils qu'on utilise, on va dire, dans les réunions, dans l'animation, dans tout ce qu'on appelle le design thinking, aussi en ligne. Et est-ce qu'on peut réussir à intégrer de la relation humaine dans des échanges en ligne? Je pense que c'est là où il y a une vraie interrogation à l'heure actuelle, particulièrement avec le coronavirus où de plus en plus de choses sont dématérialisées. Comment on arrive à continuer à créer du lien et à avoir des échanges qui sont efficaces, productifs, performants? D'un point de vue présentation, donc personnellement, je gère une association qui travaille donc beaucoup avec des jeunes actifs. L'idée, c'est de permettre à davantage de jeunes d'intégrer des postes à décision et de s'épanouir dans leur métier professionnel, que ça soit dans le monde de l'entreprise où on travaille beaucoup aussi sur la coopération internationale. C'est qu'on travaille beaucoup sur des projets de solidarité internationale. Et on voit qu'il y a vraiment des outils de plus en plus qui se mettent en place et que le numérique peut être une opportunité, même si on peut avoir moins de relations humaines en effet à cause de ça. Donc on essaie justement de davantage former des jeunes. Donc actuellement, on avait par exemple un projet le mois dernier qui était entre des Allemands, des Français, des Finlandais, des Marocains, des Algériens.
sur la question de comment former les nouvelles générations à être de meilleurs leaders et à savoir davantage plaider pour leur cause. Et via le numérique, on arrive à créer quelque chose de très interculturel. Le numérique, là, est un super outil pour justement créer vraiment des relations humaines, ajouter davantage d'humains, car il permet justement de connecter des jeunes qui ont peu l'opportunité normalement de se rencontrer et de se connecter. Particulièrement quand on parle justement de certains pays comme des pays, on va dire, africains, où on a beaucoup de freins, beaucoup de problématiques sur la question des visas, sur la question de la mobilité. Et là, grâce au numérique, on arrive à faire des programmes, des projets de formation où on inclut à la fois des jeunes qui, eux, ont l'habitude aussi de pouvoir voyager, de pouvoir être libres en Finlande avec des méthodes très différentes, des Allemands, des Algériens, des Marocains. Et on voit que là, on a vraiment un vrai développement, on va dire, des compétences qui sont importantes pour l'entreprise de demain. Vous m'entendez toujours bien? Oui. D'accord. Pour l'entreprise de demain. C'est vrai que nous, sur cette question de la relation humaine dans le numérique, on est quand même assez concentré parce que notre public cible est davantage des jeunes de moins de 35 ans. Donc, on va dire une nouvelle génération qui intègre la vie professionnelle, qui est en formation ou qui est jeune actif. Et on voit qu'il y a de plus en plus aussi un besoin de sens pour ces nouvelles générations. Et donc, on se dit qu'il y a un vrai besoin, une vraie objectivité de faire gagner ces jeunes générations en employabilité, en formation, mais aussi de commencer à répondre davantage à leurs envies, à leurs besoins. Parce que je pense que, bien sûr, les nouvelles générations s'adaptent, notamment tout simplement pour pas être au chômage, au monde de l'entreprise. On a aussi de plus en plus un monde de l'entreprise qui s'adapte aussi aux nouvelles générations. Notamment aussi sur des pays où on a, on va dire, moins de chômage des jeunes. Ça dépend aussi des problématiques en fonction des pays. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes générations qui arrivent à changer même la dynamique de l'entreprise grâce au numérique. Nous, on a un exemple très concret. Donc, au sein de l'association, on est accompagné par l'entreprise Deloitte. Je pense que l'entreprise de conseil. Et on a justement des nouvelles générations qui demandent de plus en plus au sein de leur métier aux entreprises de faire de donner davantage de sens aussi à leur métier. Et donc, de plus en plus d'entreprises, en tout cas en Europe, mais des entreprises qui restent aussi internationales, qui travaillent beaucoup avec le Maghreb et avec plein d'autres pays, développent davantage de fondations pour essayer d'impliquer leurs collaborateurs au sein justement de missions avec plus de sens. Et là encore, on a vraiment eu un poids du numérique qui a permis à des collaborateurs, à des jeunes actifs au sein de l'entreprise de changer la dynamique de groupe et de demander aux entreprises de davantage s'orienter et de donner plus de sens à leur métier. Donc, par exemple, au sein de Deloitte, donc cette boîte de conseil, on a eu un mouvement où les collaborateurs ont demandé davantage de sens. Ils ont pu davantage aussi faire connexion entre eux grâce au numérique, demander à arrêter de sens. Et l'entreprise ensuite a pu connecter ses consultants très bien payés d'habitude à des associations, à des organisations. Et j'ai une petite question par rapport à ce que tu es en train de dire. Bien entendu, aujourd'hui, le digital, c'est un moyen de communication. Et quand bien sûr, ça apporte, ça facilite la communication entre les pays, entre les régions, et surtout dans un environnement où on est confiné, où il y a une distance, où il y a un coût supplémentaire pour être ensemble, pour se former. Mais là, ce que je retiens de ta présentation aussi, de ton discours, c'est que
je veux dire, votre activité, elle est aussi portée sur le sens, sur le contenu de la formation, sur quelque chose qui est important, qui n'est pas inhérente directement au digital, mais qui c'est une autre composante. Et le digital, ce n'est qu'une petite composante là-dessus. Bah, écoutez, j'en parle, avec le confinement, j'ai l'expérience avec mes enfants. Donc, et j'étais de l'autre côté avec les professeurs. Et les professeurs se plaignaient. Bon, ça dépend un petit peu des professeurs comment ça fonctionnait, mais il y avait une vie, avec tout mes respect pour les professeurs, j'ai envie de dire, certains catégories de professeurs se plaignaient de l'agitation des enfants, se plaignaient que les enfants n'étaient pas sérieux. Il exigeait la même contenu, le même comportement des enfants devant un digital, devant l'outil digital. C'est comme s'ils étaient dans une session réelle. Mais par rapport à ton expérience du digital, je veux dire, c'est vrai, il y a une partie du contenu qui est importante. Et là, je retiens cet aspect. Je retiens aussi le fait que nous tous humains, on a besoin du sens, qu'on soit employé ou fonctionnaire ou chef d'entreprise, ou jeunes à la recherche de quelque chose, on a besoin de sens pour comprendre ce qu'on est en train de faire et pour nous dynamiser. Et la partie digitale aussi, c'est une composante importante, mais c'est un support. D'après ton expérience, quel est, j'ai envie de dire, l'amalgame, comment doser tout ça? Est-ce que vous avez une recette? Est-ce que vous avez des éléments ponctuels à partager avec nous par rapport à cet aspect-là? Tout simplement, retour d'expérience aussi. Au niveau du retour d'expérience, c'est vrai que le digital, c'est juste un outil en soi. Et en effet, cet outil, on peut ne pas lui donner de sens, ou on peut lui donner du sens. On peut justement en faire un outil dynamique ou un outil justement ennuyeux, si je peux dire. Je pense que ça dépend aussi de comment on construit autour du digital. Donc, par exemple, l'exemple de l'éducation, mais c'est la même chose de animer une réunion. Est très intéressant parce que tout comme dans la réalité, on peut faire un discours comme certains cours magistraux qu'on avait à la fac, où en fait pendant 3 heures on parle et on lit des slides, et tout comme on peut aussi réussir à créer davantage d'interactions avec. Donc nous on voit dans beaucoup de nos programmes, on essaye d'éviter au maximum. Donc comme je dis, on a eu plein de programmes différents, on avait une 50aine de jeunes de nationalités différentes qui se suivaient ça. Et donc, au maximum, on essaye en partie de créer l'interaction. Donc, de diviser en petites salles, de permettre aux gens, en fait, d'utiliser des outils interactifs qui leur permettent de s'appuyer et de pouvoir vraiment partager leur expérience. Et je trouve que le digital arrive de plus en plus, et il y a des outils qui existent qui permettent tout simplement de plus en plus d'avoir tout simplement quand je pense à Padlet ou à Mural ou à des outils qui sont très simples, mais qui permettent à la fin de mettre en commun plein d'idées et de laisser les gens s'exprimer. Donc je pense que ça c'est vraiment une des recettes qui est assez intéressante autour du digital, cette question de donner davantage d'interaction, et c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a plein d'outils qui le permettent, quoi. Mais pour autant, souvent, ils sont pas utilisés pour ça. Je vois le nombre d'événements qui sont justement sur Zoom, des choses comme ça, et comment très peu souvent on a une division en petites salles, on a vraiment des interactions. Ça, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, d'accord. Et il y avait un autre point, et je pense qu'il est particulièrement intéressant avec le Covid, c'est justement le digital. Faut vraiment, je pense, davantage l'utiliser pour créer de l'interaction humaine entre les cultures. Comme je dis, revenir à un point qui permettra à des gens de se rencontrer alors qu'ils sont dans des pays différents. En fait, tout simplement, utiliser le digital à certains moments pour permettre à des étudiants, on va dire, de suivre le cours qu'ils auraient pu suivre en physique, en vrai. Je pense que parfois c'est contre-productif. Bon, là, on a des mesures sanitaires qui nous imposent, mais c'est pas forcément quelque chose à garder. Je pense que la question
l'éducation humaine, de la relation physique est très importante. Par contre, montrer que c'est peut-être le seul moyen pour permettre à des, comme je disais, des Finlandais, des Canadiens, des Soudanais et des Marocains de se rencontrer tous ensemble et de pouvoir échanger. Là, on a un vrai intérêt. Je pense que l'audience est aussi hyper intéressée par ça. Elle veut aussi, et particulièrement, je pense à l'heure actuelle, où les gens ont du mal à voyager ou ont envie justement d'interaction, bah, c'est quelque chose qui est intéressant. Yannis, on t'entend plus là. Oui. Vous m'entendez là? Maintenant, oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai pas tout de suite des questions parce que mon PC il était débranché. Désolé par rapport à ça. Pas de souci. Je ne sais pas si l'audience, ici on a quelques questions par rapport à ça. Thaler, Yacine, pardon. Écoutez, je sais pas, je vais revenir peut-être à la charge tout à l'heure. C'est que de toute façon, ce que je retiens de de cette discussion-là, c'est que le digital, vraiment, c'est un outil de communication, un moyen de communication, comme un téléphone, je sais pas moi, un moyen de communication. Bah, en termes de ressources humaines, en termes de ressources humaines, voilà, de réaction, c'est que le plus important, c'est de donner du sens, donner le contenu. Ça, c'est le deuxième point. Ça, tout le monde a déjà parlé. Et le troisième point, peut-être aujourd'hui, c'est que je pense qu'il serait peut-être maladroit d'utiliser le digital comme on faisait avant. Ça veut dire, par exemple, concrètement, moi je suis professeur, je vais donner un cours et je vais donner le cours de la même façon comme je donnais le cours, l'âge pré-digital. Là, le digital, parce que, je veux dire, l'argumentaire que je me donne, c'est que le temps de concentration devant un écran, peut-être il est réduit, mais quand même, en même temps, il est intense. Alors que dans une classe, l'attention, la concentration des étudiants, il est un petit peu plus éparpillé et du coup, on peut donner plus de temps pour faire un cours, pour donner, une présentation. Alors que dans le digital, peut-être 5-10 minutes peut être l'équivalent, je ne sais pas moi, peut-être de 40 minutes en réel. Du coup, il est impératif pour gérer cette question de ressources humaines ou de culturelles, c'est de réapprendre comment gérer ce transfert de compétences, transfert de connaissances à travers le digital. Donc c'est un réapprentissage. C'est pas évident. C'est ça ce que je veux vraiment attirer là-dedans. C'est pas quelque chose obvious. C'est pas quelque chose de naturel qui se passe. Moi, je suis enseignant. J'ai donné 30 ans que je donne un cours et aujourd'hui, je vais me mettre sur Zoom et hop, il y a pas de souci. C'est la même chose. Comme je donnais le cours, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, je donne le cours sur Zoom. Non, le digital, c'est un outil avec ses limites, mais en même temps avec ses extensions, parce que comme tu viens de le dire, ça nous permet vraiment de connecter différentes cultures, différentes géographies, différentes personnes, le seul point peut-être c'est l'intérêt. Aujourd'hui, on est là, chacun dans son métier, mais parce que le digital, ça nous intéresse, donc on est là pour se mettre ensemble. Mais du coup, ce qui est important, c'est une autre compétence, c'est d'enseigner, c'est transmettre, c'est à travers le digital, qui doit être une nouvelle compétence, peut-être qui n'était pas dans le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, c'est très intéressant. Je pense en effet il y a quelque chose à réinventer, en tout cas. Ça c'est sûr. En tout cas, je pense que ça peut plus être les mêmes méthodes qu'on utilise. Et là encore, par rapport à ce que vous disiez, c'est très intéressant, je trouve, de se dire que tout simplement, faut peut-être revoir notre échelle de temps, parce que au bout d'un moment, c'est peut-être une question de qualité plutôt que de quantité, plutôt qu'avoir des formats de 3 heures où en effet il y a plein de contenus et de choses qui sont balayées en physique, mais à côté c'est quelque chose qu'on peut pas répliquer, on va dire via Zoom. Peut-être vaut mieux faire des sessions qui sont moins intenses, plus courtes, mais au moins on est sûr que ces 40 minutes seront
vraiment, on va dire, acquises dans le temps par les gens, avoir davantage de choses qui sont interactives ou donner davantage d'indépendance pour que les gens avancent tout seuls. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et je pense qu'en plus, il y a quelque chose à réinventer autour de la complémentarité. Je pense que l'idée, bien sûr, c'est pas de basculer tout ce qui a été physique en digital et tout réinventer. L'idée, c'est peut-être en fait de trouver les points positifs et négatifs des deux côtés et essayer de faire quelque chose de très complémentaire. Donc avoir à la fois le digital, je pense que sur des projets, on a besoin de garder du physique, on a besoin de garder de la relation humaine, mais on peut avoir en amont prévoir quelques rencontres digitales, puis des rencontres physiques, puis continuer avec des rencontres digitales, puis faire un suivi des projets qui sont encore dans du digital et repartir sur du physique. Je pense qu'il faut vraiment réussir à entremêler les deux et à créer des nouveaux programmes qui sont un peu plus hybrides. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très sur mesure. Ça dépend des gens avec qui on travaille, même au sein de l'entreprise. Le digital à l'heure actuelle permet à des gens qui sont pas sur le même fuseau horaire, en effet, de pouvoir toujours être en connexion. Mais pour autant, est-ce qu'il y a un droit à la déconnexion? Est-ce que nous-mêmes qui avons des jeunes qui sont à la fois dans des pays très différents, on n'a pas des règles à impliquer avec un cadre à respecter? Et je pense que c'est la même chose au sein des entreprises, au niveau des employés. Et donc, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui sont complètement à réinventer. Et que ça soit au niveau de l'éducation ou du monde de l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une opportunité pour les gens, on va dire. C'est ni négatif ni positif pour l'instant, c'est juste challengeant, on va dire. Il faut réinventer les relations humaines à l'heure du digital et voir comment on arrive à garder du physique tout en y ajoutant davantage d'interactivité via le digital. Excellent. Là, je viens de réallumer mon ordinateur, donc je peux récupérer les questions. Désolé les amis par rapport à ça. Je vois il y a des réactions par rapport à ce que tu disais, Yanis. C'est que il y a une personne qui disait pour l'enseignement, pour la formation à distance, il faut une réingénierie de la pédagogie, il faut une réingénierie de la formation à distance. Alors la modularisation, la médiation, la pédagogie en ligne sont des métiers à part entière. Oui, c'est vrai. C'est vraiment important. Je pense que sur ça, en effet, tout comme notamment particulièrement dans le cadre de mon métier, on a beaucoup, on va dire, d'activités, ce qu'on appelle, on va dire, l'éducation populaire, où il y a tout un mouvement, ou l'éducation non formelle, qui est très présent dans le monde associatif, qui en effet parfois même en opposition avec certaines formes d'éducation plus classiques, plus traditionnelles. Là encore, qui sont complémentaires, bien sûr, c'est des choses qui sont très importantes de travailler, en tout cas, l'éducation nationale, l'éducation classique, on va dire, mais alimentée avec davantage d'éducation non formelle qui permet de s'adapter davantage au public. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes façons d'apprendre. Et là encore, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête au niveau du digital. Tout comme on a parfois des modèles très élitistes dans le format de l'éducation classique, et certaines personnes, par exemple, ne sont pas bonnes pour apprendre par cœur, mais ça leur prend du temps, mais une fois qu'elles ont appris quelque chose, elles le retiennent plus longtemps. Je pense qu'il faut aussi qu'au niveau du digital, et en effet, ça pourra peut-être devenir des nouveaux métiers, tout comme on avait des facilitateurs ou des animateurs ou ce qu'on appelle parfois des consultants en design thinking qui venaient dans des réunions en physique, dans des classes en physique. Je pense qu'on a aussi une facilitation en ligne, des animations en ligne, des animateurs en ligne, quelque chose de nouveau à créer. Et ça, il y a plein d'outils. Enfin, je sais que nous, on travaille beaucoup avec Erasmus+ virtuel, pour ceux qui connaissent, où il y a beaucoup de mouvements, on va dire, associatifs qui essaient de plus en plus de penser en effet ces nouveaux métiers en ligne. Très bien. Alors là, il y a des réactions. Il faut prévoir un enseignement, une formation en blended learning. C'est beaucoup plus facile parce qu'apparemment il y a beaucoup de résistance au niveau du digital.
Oui, de toute façon, effectivement, si on est dans un monde hybride, comme on l'est aujourd'hui, il y a une partie qui sont présentes avec nous dans la salle, il y a d'autres personnes qui nous suivent à distance. Bon, voilà, on essaie de s'adapter. Moi, je vais revenir par rapport à Youth ID. Oui. Par rapport au programme, il nous reste 2-3 minutes. Je souhaite profiter de cette occasion-là pour que tu me parles, pour que tu me parles un tout petit peu plus par rapport au programme que vous présentez. Ce sont des programmes standardisés ou des programmes, je sais pas. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de vos actions, comment vous faites? Oui. Donc, à l'origine, c'était un projet étudiant. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on essaye de garder dans la dynamique, montrer en fait aux jeunes qu'il y a plein de choses à créer et que c'est possible de les créer et que ça en devienne des métiers à part entière. Je pense que le message, nous, c'était vraiment de dire faut faire des jeunes des acteurs du changement. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau du SID. Dire faut croire dans une nouvelle génération aussi qui a aussi plein de choses à apporter et qui doit réussir à être davantage intégrée dans les décisions, on va dire, de notre société en complémentarité avec le modèle plus classique quand même du décideur qui est souvent masculin, souvent type caucasien en fonction des pays, donc souvent blanc quand même, souvent assez âgé on va dire, et en plus de milieux on va dire assez favorisés. Donc on a un vrai manque de diversité et à travers une nouvelle génération on peut avoir davantage d'innovation et de choses qui changent parce qu'on peut être à la fois une jeune femme, une jeune issue de l'immigration, un jeune justement des milieux populaires, enfin plein de choses comme ça. Et donc l'idée c'était vraiment de dire on va accompagner des jeunes à en fait monter des projets qui les intéressent et qui peuvent avoir un impact positif sur la société. Et pour ça, on a des modèles hybrides à la fois qui mêlent du digital et du physique. Une question, est-ce qu'il y a des critères ponctuels pour sélectionner les jeunes que vous accompagnez? Est-ce qu'ils doivent absolument être des porteurs de projets? Est-ce qu'ils doivent être dans une situation particulière? Là, tout à l'heure, tu as parlé de limite d'âge. Quoi, tu as dit moins de 30 ans, moins de 35 ans, c'est ça? Oui, 35 ans. Souvent, on fait 35 ans. On travaille aussi avec des professionnels de la jeunesse, donc des gens qui travaillent eux-mêmes avec des jeunes. Donc, on a des programmes et des formations qui sont faites plutôt pour des gens qui ont plus de 35 ans. Mais sinon, notre public cible, les formations et les projets qu'on fait, c'est en effet pour des gens de moins de 35 ans. Mais avec une diversité, justement, on a des échelons assez larges et on a même une partie des places qui sont réservées. L'idée, c'est aussi de recréer de la mixité sociale, essayer de ne pas reproduire des choses qui se passent dans la société où en fait, il y a peu d'espace, on va dire, à l'heure actuelle qui permettent à des gens de milieux différents d'échanger, de se rencontrer. Et donc, on a souvent une partie des places de nos projets qui sont réservées, on va dire, à des jeunes avec moins d'opportunités. Donc, une définition assez large qui peut être tout simplement des jeunes qui sont en décrochage scolaire, des jeunes en situation de handicap, des jeunes parfois même à des prisons pour mineurs. Et on a une partie qui est davantage des jeunes qui sont déjà dans l'enseignement supérieur et qui qui ont déjà des projets ou qui ont envie davantage de s'impliquer pour la solidarité. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Yanis. De toute façon, je résume un petit peu ma compréhension de la présentation. C'est qu'aujourd'hui, en termes de Youth ID, c'est que vous accompagnez les jeunes. Vous utilisez aujourd'hui le digital. C'est une opportunité. C'est un user case du digital pour accompagner les jeunes, pour en faire des agents de changement et autres. Je me limite à ça, mais de toute façon, ta présentation elle était un petit peu plus étoffée que ce que je viens de dire. Mais je résume ce que Youth ID accompagne les jeunes pour être des opérateurs de changement dans notre société en utilisant le digital. J'ai bien résumé, il faut ajouter quelque chose. Non, très bien résumé. Juste en ajoutant cette question interculturelle qui nous paraît vraiment une vraie opportunité, cette question internationale. Absolument. Qui est en fait c'est ça qui permet aussi, je pense, de créer davantage de diversité et d'innovation. Et là, le digital est en effet quelque chose de génial parce que ça nous permet de mêler énormément de publics, de milieux différents, mais aussi de cultures différentes pour qu'ils apprennent les uns des autres. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Yanis. C'était une présentation intéressante. Merci beaucoup. C'est un travail que j'apprécie beaucoup, l'accompagnement de jeunes et surtout être. Bon, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas le travail que vous faites, absolument pas. Mais c'est un autre exemple de l'utilisation digitale.
pas l'utilisation digitale, mais vraiment comment on peut utiliser le digital avec beaucoup plus d'impact. C'est ça ce qui m'intéresse. Merci beaucoup, Yanis. Ben, écoutez, on peut pas terminer notre discussion digitale sans parler de monnaie. Tout à l'heure, Talek parlait de la difficulté de la monétisation, comment utiliser la monnaie, les difficultés un petit peu, je veux dire, procédurales. Nous avons Regragui Yassine, expert fintech et Chine. Là, j'aime bien fintech et Chine. Ça, il faut que tu m'expliques la relation entre fintech et la Chine. Mais le sujet de son intervention, c'est la partie la monétisation, la monnaie numérique. Bien entendu, on ne va pas parler de blockchain, n'est-ce pas, Yassine, aussi? Un petit peu peut-être. Marhaba. Ok. Écoutez, il va nous parler vraiment de la monnaie parce que moi je trouve c'est vraiment c'est peut-être c'est la chose qui va j'ai envie de dire c'est très pratique et va intéresser un petit peu tous les TPE, tous les entrepreneurs parce que c'est le moyen je veux dire de confirmer une transaction, c'est la partie monétisation. Là, je te laisse le micro Yassine. Merci beaucoup et j'avais prévu de présenter quelque chose. Avec grand plaisir. Je vais le faire assez rapidement. Déjà, je tiens à remercier M. Delis pour l'invitation, Khadija pour l'organisation. C'est un plaisir et surtout que j'étais en France il y a quelques heures, donc je suis ravi d'être là encore. Ah, excellent. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de FinTech. Pourquoi FinTech et pourquoi Chine? Vous posez la question. FinTech parce que c'est mon métier depuis quelques années déjà. Et Chine parce que j'ai eu l'occasion de vivre en Chine pendant 6 ans. Et j'ai notamment travaillé pour le groupe Alibaba à Hangzhou, qui est là où se trouve le siège d'Alibaba en Chine. Et justement, c'est un pays qui est extrêmement développé en termes de fintech, qui il y a quelques années n'utilisait même pas la carte bleue ou les chèques. Et aujourd'hui, tout le monde paye avec son téléphone. Donc, j'espère vous montrer aujourd'hui cette un peu vision de ce que peut être la Chine en termes de nouvelles technologies et se rapprocher du Maroc, de voir en termes de monnaie numérique quelles sont les évolutions et comment ça se développe. Donc, j'attends juste que la technique ajuste juste la présentation. Mais en attendant, je vais peut-être décrire ce que c'est qu'une monnaie numérique et pourquoi on en parle de plus en plus maintenant. La monnaie numérique, c'est pas ce qu'on utilise sur le téléphone avec PayPal, avec les acteurs marocains comme Inouï Money, etc. C'est vraiment une monnaie numérique qui est émise par une banque centrale. On prend en l'occurrence au Maroc Banque El Maghreb, qui émet une monnaie numérique qui est utilisable par les consommateurs et les utilisateurs plutôt consommateurs non entreprises. Donc ce que j'aimerais dire ici, c'est que aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs privés qui lancent des monnaies privées comme Bitcoin, mais aujourd'hui, on a des États comme la Chine, comme l'Europe, comme les États-Unis qui pensent à lancer eux-mêmes une monnaie numérique pour rivaliser justement avec la montée en puissance du Bitcoin, etc. Donc, pour information, j'ai eu l'occasion de travailler en Chine et notamment développer l'application Alipay, aujourd'hui utilisée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Et Alipay est une application utilisée par presque tous les Chinois pour payer au quotidien. Et je vais avoir l'occasion de vous la présenter brièvement et voir comment on peut s'en inspirer au Maroc et comment on peut justement envisager ces développements. Donc, j'ai voulu prendre un caractère chinois qui s'appelle crise. Donc, en chinois, on dit Weiji. Et pourquoi j'ai voulu le prendre? Parce que dans la culture chinoise, il y a toujours un côté yin et un côté yang. C'est-à-dire que là, dans ce mot-là, donc j'essaie de contrôler à partir de là, on voit le premier caractère qui comprend danger, donc wei xian, qui veut dire danger. Et en fait, dans crise, il y a aussi opportunité. C'est-à-dire que les Chinois, quand ils voient une crise, ils vont automatiquement voir un danger et une opportunité. Et c'est tout l'objet, justement, innovantes. Et vous allez voir à travers cette présentation. C'est juste de passer les slides. Je vais peut-être me mettre debout, ça va être plus simple. En passant les slides.
Ouais, si c'est possible de passer une slide. Merci. J'espère que c'est pas bloqué. Ah, ok, très bien. Donc en fait, il faut savoir que moi, en 6 ans en Chine, j'ai jamais utilisé ma carte et ma carte pour payer. Tout passait par mon téléphone. C'est même possible en Chine de pouvoir payer avec son visage. Donc il y a certains points de vente qui acceptent le paiement avec la reconnaissance faciale. Et justement, la Chine est un des pays les plus évolués en termes d'intelligence artificielle. Et il dépense près de 200 milliards de dollars en recherche et développement, et notamment une grosse partie pour l'intelligence artificielle. J'espère que ça va marcher. Donc, parmi vous, qui pense que le cash va disparaître d'ici à 2030 ? Maintenant que dans le monde entier. Ou on va prendre le cas du Maroc. D'accord. Dans les pays d'Afrique, on a quelques restrictions à ce niveau-là et on a besoin de cash. Et il y a d'autres pays africains qui sont beaucoup plus reculés, donc qui n'ont toujours pas confiance en la bancarisation, encore moins en la monnaie numérique. Dans d'autres pays peut-être beaucoup plus développés ou qui sont un peu plus avancés à ce niveau-là, oui, peut-être. Excellente réponse. Est-ce qu'il y a d'autres avis ? Pas d'autres avis ? Très bien. Donc en fait, le cash, à mon avis, en 2030 ne va pas disparaître parce que c'est déjà un moyen de souveraineté des États. L'État imprime, on l'a vu même pendant la crise, des pays impriment de l'argent, donc c'est plus de la monnaie fiduciaire, donc du cash, carte, plutôt pas carte, mais plutôt, pièces de monnaie et billets de banque. On voit l'apparition de nouvelles monnaies numériques parce que il y a les géants de la tech comme les GAFA, les BATX, qui lancent des monnaies à eux seuls. Donc là, j'ai pris 2 images. Une image à gauche d'un mendiant en Chine avec un QR code. Donc ce mendiant, il a tout compris parce que personne n'a de pièces. Et en fait, le mendiant va pouvoir recevoir de l'argent en utilisant directement son QR code en le présentant aux personnes. À droite, vous voyez une personne qui paye avec son sourire. Donc c'est déjà le cas dans plusieurs points de vente et restaurants en Chine. Donc on peut, en connectant notre téléphone et notre carte bancaire avec l'application Alipay ou WeChat, on peut payer avec notre sourire. Donc j'ai volontairement voulu vous montrer un peu ce rapprochement avec la Chine avant de passer sur le sujet. Donc si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Si on voit les 20 puissances Internet dans le monde, on voit qu'elles sont majoritairement américaines ou chinoises. Il y a à peine 10 ans, on parlait même pas de la Chine en termes de nouvelles technologies. Aujourd'hui, ils font à peu près la moitié des géants de la tech. Et je pense que c'est que le début parce que vous connaissez certainement Alibaba, vous connaissez WeChat, etc. Mais vous connaissez certainement pas toutes les autres qui sont listées ici. Vous avez entendu parler de TikTok, mais TikTok n'existe pas en Chine. Pour information, c'est une création par la Chine pour l'étranger. Donc c'est vraiment le début de ce que pourrait être une internationalisation des plateformes chinoises. J'ai volontairement voulu vous montrer un peu ce contexte pour mieux comprendre un peu pourquoi je vous parle de la Chine, avant de creuser sur les monnaies numériques. Si on passe sur la slide suivante, là c'est les 2 écosystèmes différents. Donc là vous voyez par exemple sur le premier écran, première copie d'écran, c'est ce que j'utilise en France comme application. Donc c'est YouTube, c'est Doctolib, c'est WhatsApp, etc. Mais en Chine, on peut inclure toutes ces fonctionnalités dans 2 ou 3 applications. Donc par exemple Alipay ou WeChat qui inclut un peu tout ça. On parle même de super app. Donc là, on connaît Alibaba. C'est une application qui regroupe toutes les applications et dans ces applications-là, il y en a certaines qui leur appartiennent. Donc là, on le voit bien avec donc Alibaba qui, en gros, est l'équivalent de Google, de Facebook, de Booking, etc. Mais en Chine, parce que ces applications-là sont bloquées par la Chine, il y a eu de nouveaux acteurs qui ont émergé, notamment si je prends le cas d'Alibaba. Il y a des plateformes de réservation de billets d'avion, par exemple, ou de l'équivalent de Glovo, on parlait de Glovo tout à l'heure. Et tout ce qui les connecte, c'est Alipay.
Oui. Là, apparemment, la présentation ne passe pas en direct. Ah. Apparemment, il y a un petit souci Okay. technique là. Si on peut. C'est des aléas du direct. Exactement. Du direct, de la technologie. S'il n'y a pas d'électricité, on est bloqué. S'il y a un câble qui manque, on est bloqué. Oui, mais de toute façon, il y a toujours aussi des solutions. Il y a toujours des informations à partager. On n'a pas une solution. Donc là, Yacine, par rapport à toi, oui. tu penses pas que la monnaie va disparaître parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de souveraineté. Exactement. Déjà, dans un premier temps. C'est une question de souveraineté. Et si on prend le Maroc, la Chine a expérimenté en octobre la première fois une monnaie numérique qu'elle a déployée auprès de sa population, donc notamment dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, parce que elle fait face à la montée en puissance des géants du numérique. Sur le marché chinois, c'est Alibaba, c'est Tencent. Aux États-Unis, on le voit avec Google, avec Facebook. Ouais. Les États-Unis ont bloqué Libra, qui était la première monnaie numérique lancée par Facebook. Donc là, ça s'appelle Diem, ça s'appelle plus Libra. Donc il y a vraiment une volonté de souveraineté technologique, une volonté de souveraineté numérique. Il y a un autre volet aussi, c'est le volet inclusion financière. Donc c'est de permettre aux non bancarisés d'utiliser les services financiers, parce qu'aujourd'hui on a 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux services financiers. Donc l'objectif justement d'avoir cette monnaie numérique, c'est de leur permettre d'être bancarisés. Parce que ça permet la traçabilité, ça permet la sécurité surtout, et c'est aussi pour faire face à une nouvelle vague technologique, parce que vous savez que les technologies généralement, les révolutions industrielles durent que 30 ans en moyenne. Internet a commencé dans les années 2000, on arrive bientôt en 2030. Donc là, c'est plutôt des technologies comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, comme le machine learning, deep learning, etc., qui seront probablement la nouvelle vague d'ici à 2030. Donc si on prend pas cette vague, on sera comme l'Europe dans ces années-là où ils n'ont pas créé un géant du numérique. Et là où l'Afrique a vraiment des cartes à jouer, c'est le fait que, premièrement, la fintech est née en Afrique. Si vous voyez M-Pesa au Kenya, ça a été en 2007 la première application qui a été lancée pour justement permettre aux Kenyans de transférer de l'argent par SMS. Aujourd'hui, il y a 70% des adultes kenyans qui utilisent les moyens de paiement mobiles en ligne. Ce qui est énorme, c'est bien plus que la majorité des pays, bien plus qu'en Chine. Et en fait, c'est juste une question de culture qu'il faut faire évoluer avec le temps. Et le Maroc a encore plein de cartes à jouer, parce que premièrement, c'est une population très connectée. Si on voit les chiffres, les derniers chiffres, on a 130% de taux de pénétration du mobile, on a plus de 73% de taux de pénétration Internet. Donc on peut pas dire que le Maroc n'est pas connecté, il l'est. Ensuite, il y a aussi un volet réglementaire. Donc on voit que le Maroc fait énormément d'efforts, surtout le régulateur fait énormément d'efforts pour accompagner ces fintechs, etc. Oui. Mais un gros sujet, c'est un sujet culturel. Donc c'est comment permettre aux Marocains d'utiliser des moyens de paiement. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, on fait pas confiance, on sait pas, on va peut-être être tracé, on va peut-être payer plus d'impôts, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à des fintechs d'émerger, mais ça vient pas du jour au lendemain. Bien sûr. Et je pense que le point de départ, c'est le consommateur. Parce que si on prend l'exemple d'Alipay, voilà, c'est ça le slide, oui. Je crois qu'il est visible maintenant. Ah, très bien. Donc là, en fait, ce qui est intéressant sur Alipay, c'est que on peut pas uniquement payer, mais toute ma vie se passe sur Alipay. Je peux, par exemple, parler à mes amis, je peux faire un don, je peux commander une carte d'identité, je peux consulter un médecin. En fait, tout se passe sur Alipay. Et on voit cette vague de super apps qui évolue de plus en plus, surtout en Asie. Il y a Google qui commence à copier la Chine sur ce niveau-là. Même l'Afrique commence à réfléchir à lancer des super apps parce que ça permet de capter la donnée du client et lui offrir un meilleur service. Donc, la question c'est, est-ce que le Maroc est prêt à lancer ce type d'application de super app? Est-ce que c'est un moyen de leur permettre d'utiliser une monnaie numérique par la suite?
Parce que ce qui a permis à Alipay de se développer comme ça, c'est premièrement la confiance que les utilisateurs avaient en Alibaba. Donc il y avait à l'époque, dans les années 2007-2008, il y avait environ 200 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on en a 1 milliard. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance. Mais derrière, ce qui connecte vraiment les utilisateurs, c'est le paiement. Donc là, c'est le cas d'Alipay. Donc si je passe à la slide suivante. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, on parle pas de fintech, on parle de ce qu'on appelle des tech-fin. Parce que les fintech, c'est plus des entreprises financières qui utilisent la technologie pour offrir leurs services. Et en Chine, et même aux États-Unis de plus en plus, on parle de tech-fin parce que c'est des technologies, c'est des entreprises technologiques qui se basent sur leur technologie, comme la blockchain, l'intelligence artificielle, etc., pour offrir des services financiers. Et aujourd'hui, en Chine, n'importe qui offre des services technologiques peut offrir du paiement. Et le paiement, c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez au paiement, c'est ce qui vous permet d'avoir accès aux clients et d'avoir, permettre aux clients de passer sur la case client. Parce que avant de payer, le client, en fait, c'est pas un client, ça peut être un fan, ça peut être un sponsor, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une des étapes les plus importantes. Et les Chinois ont rendu ça très fluide, et c'est ce qui a permis justement de lancer ces tech-fin. Donc sur la slide suivante. Donc c'est l'exemple d'Ant Group. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ça c'est la plus grosse entreprise valorisée dans le monde, et c'est celle qui allait lever la plus grosse introduction en bourse. Et elle a été bloquée par la Chine parce que il y a des questions de souveraineté technologique, il y a des questions de ce qu'on appelle de contrôle de microcrédit, etc. Donc en fait, ce qu'a fait Ant Group aujourd'hui, c'est pouvoir se baser sur la technologie pour offrir une multitude de services. J'aurais voulu vous montrer en direct comment fonctionne l'application Alipay, mais en raison de problèmes techniques, c'est pas possible, mais peut-être pour la prochaine fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que en Chine, et grâce à Ant Group, on peut souscrire un crédit en moins de 3 minutes, on peut souscrire une assurance, on peut demander n'importe quel service et l'avoir en moins d'1 heure, et tout est accéléré. Et c'est pas uniquement grâce aux régulateurs, c'est surtout une question d'adoption et une question de confiance en application. Donc on peut imaginer Glovo demain lancer un service de paiement et qui serait utilisé par tous les Marocains, par exemple. Et qu'est-ce qui fait la réussite de ces applications? Le premier point, c'est que ça a commencé par le mobile. Ça n'a pas commencé par un PC. Et je dirais que même moi, quand j'étais en Chine, j'ai jamais presque eu besoin de mon PC. Tout passait par mon téléphone. Deuxième point, c'est les partenariats. C'est qu'aujourd'hui, Alibaba ou Tencent ou d'autres géants de la tech ne feront pas appel à des ingénieurs locaux de leur entreprise pour développer des choses. Ils vont faire appel à des externes. Et le troisième point, c'est des données, parce que ils collectent des millions et des millions, je dirais même des milliards de données quotidiennement, et c'est ce qui permet de développer d'autres services. Voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai parlé de Diem aux États-Unis, donc c'est l'ancien Libra développé par Facebook, mais l'Europe pense à lancer sa monnaie numérique, et la Chine l'a déjà expérimenté, et il y a même des sites e-commerce qui acceptent cette monnaie numérique. Et ce qui est innovant, et là où on voit vraiment la révolution, c'est que les États, et c'est pas des entreprises privées, c'est des États qui vont, au lieu d'imprimer 100 billets, ils vont en imprimer 50, et vont en mettre 50 autres sur des canaux numériques. En numérique. Pour justement favoriser l'inclusion financière, etc. D'accord. Voilà, je l'ai évoqué. Inclusion financière, donc permettre aux personnes d'être bancarisées. Deuxième, c'est la souveraineté technologique. C'est faire face à la montée en puissance des géants de la tech. Et finalement, plus de sécurité et de transparence. Donc, on a parlé brièvement du Maroc, mais j'aimerais bien peut-être voir les atouts, et surtout de l'Afrique, commencer par l'Afrique. Donc, sur la slide suivante, on voit les points forts de l'Afrique, notamment 1 demi-milliard de personnes qui sont connectées. Le business du mobile, l'économie du mobile représente 9% du PIB de l'Afrique, ce qui n'est pas négligeable, quand dans d'autres pays, c'est 2 ou 3%. Ça veut dire le volume des transactions économiques qui passent à travers le mobile, c'est Non, c'est que le business lié au mobile représente 9% du PIB. D'accord. Des pays en moyenne en Afrique. Et je pense qu'en 2023, il atteindra 10%, facilement. Voire même plus en 2030. Donc on est vraiment
au point de départ de cette révolution. D'autant plus que la population africaine était que de 100 millions de mémoire en 1900, l'année 1900. Aujourd'hui, ils sont 1,7 milliard. La Chine est 1,4 milliard. Donc, je pense que dans 30 ou 40 ans, l'Afrique, on aura combien? On aura 2 milliards de personnes. Facilement, on pourra atteindre les 20% de PIB liés au mobile. Surtout qu'on n'a pas eu cette vague de PC. En Afrique, très peu de pays africains utilisaient des PC. Ça a été court-circuité. Exactement. Ouais. Et donc j'ai pris l'exemple du Kenya que j'ai évoqué, un chiffre que j'ai évoqué tout à l'heure, avec 70% de personnes adultes qui sont adeptes du paiement mobile. Et donc pourquoi le Maroc peut réussir? Donc la population connectée, je l'ai évoqué, 70% de personnes qui ont accès à Internet, un climat réglementaire qui est assez disons suiveur parce que il favorise cette utilisation de moyens de paiement. J'ai même remarqué en payant avec une carte sans contact. Donc on voit vraiment qu'il y a des évolutions qui sont faites. Le CMI évolue aussi à ce niveau-là. Et il y a 90% d'utilisation de cash au Maroc, ce qui est pas négligeable. 90%, c'est même pas le niveau de la Chine il y a quelques années. Donc le cash va demeurer, certes, mais moi je vois quand même une apparition d'une monnaie numérique qui sera peut-être uniquement réservée aux pays arabes, aux pays africains. Excusez-moi, là quand vous dites qu'il y a une forte utilisation du cash, en fait, la forte utilisation du cash n'est pas une objection, n'est pas une contrainte par rapport à l'utilisation de la monnaie numérique. Au contraire, parce que on n'aura pas cette disparition du cash, on l'aura pas dans tous les cas. Mais ça montre que derrière, il y a très peu d'utilisation de cartes bancaires et de chèques. D'accord. Donc, c'est un peu comme la vague de PC qu'on a abandonnée. Là, on va passer directement sur la monnaie numérique. Après, c'est vraiment une question de souveraineté. Parce que si on voit l'Europe, si on voit l'Afrique, la Chine, si on voit le Japon, si on voit Singapour, si on voit les États-Unis lancer leur propre monnaie numérique, si l'Afrique ne le fait pas, il y aura un retard de plus. Donc, je dis pas que c'est une décision qui est prise ou qui sera prise, mais c'est une décision assez importante parce que c'est ce qui déterminera la suprématie technologique de l'Afrique. D'accord. Et je pense que c'est tout. Excellent. Donc, merci beaucoup. Ça a été un peu court-circuité par, enfin, assez haché, mais j'espère que le message. Je crois que le message il est là. Le message il est là parce que de toute façon moi ce que je retiens c'est qu'aujourd'hui la marche, le train il est en marche pour cette numérisation de notre vie au quotidien, notre vie entrepreneuriale. Ce niveau de monétisation qui est déjà atteint ailleurs, mais c'est un domaine qui est vraiment très dynamique parce que la preuve c'est que même aux États-Unis il y a l'apparition de certaines monnaies, puis c'est dynamique, c'est très dynamique, j'allais dire conflictuel, c'est pas l'idée, mais de toute façon chacun essaie de se protéger parce que bon c'est pas tout à fait clair. Mais c'est très dynamique. Moi, ce que je retiens, c'est que l'utilisation du cash, de toute façon, c'était la dernière question que j'avais posée, c'est que le fait que l'Afrique, d'une façon générale, ils ont une facilité d'utiliser le cash, c'est un bon signe pour cette facilité d'utiliser la monnaie numérique. Exactement. Excellent. Et surtout, on parle aussi dans ce thème-là, on parle aussi de fintech pour les entreprises. Mais il faut savoir qu'en Chine, le secteur informel est très 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 développé aussi, comme au Maroc, et que si je prends un exemple d'un vendeur de fruits dans la rue de Shanghai, ambulant, il a son QR code pour accepter les paiements. Il va rien déclarer jusqu'à 30 000 dirhams, l'équivalent de 30 000 dirhams, et à partir de 30 000 dirhams, il pourra créer son entreprise sur l'application, sans avoir à passer par 15 000 étapes, etc. Donc en fait, il y a une confiance parce que il sait que il n'est pas contrôlé entre guillemets jusqu'à 30 000 dirhams, et après il aura cette facilité administrative de pouvoir créer son business, de pouvoir survivre en utilisant cet écosystème déjà en place. Vraiment excellent moyen parce que j'étais en train de penser à une idée, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, les chefs d'entreprise souffrent par rapport à cette question de trésorerie, souffrent par rapport à cette culture de paiement, de retard,
Et aujourd'hui, avec une telle approche, est-ce que ça pourrait être une solution? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, depuis tout à l'heure, de toute façon, quand on parle numérique, on parle de confiance. Ça, c'est le premier point. Comment instaurer cette confiance-là? Est-ce que le législateur, il est important ou impératif qu'il rentre en jeu pour instaurer cette confiance, ou est-ce qu'il y a moyen pour la mettre en place? Je pense que on en parlait d'ailleurs tout à l'heure au déjeuner, mais il y a vraiment deux systèmes quelque part. C'est-à-dire que il y a un système où on fait confiance, il y a un système où on fait pas confiance. Le système où on fait confiance, ce sera peut-être compliqué de mettre en place ça, parce que on sait que ça va être peut-être un ou deux acteurs qui vont émerger, et on sera obligé d'utiliser ces deux acteurs. Par contre, le secteur où on fait pas confiance, il y aura peut-être une multitude de nouveaux acteurs qui vont apparaître, et naturellement, on aura des groupuscules de petites applications qui seront naturellement, qui embarqueront de nouveaux utilisateurs, et le législateur regarde ça, forcément. Et donc, il y aura des agréments qui seront donnés. On a vu, il y a 19 agréments qui ont été donnés pour des fintechs de paiement mobile, etc. Mais où ça? Au Maroc. Au Maroc. Après, la question, c'est pas d'en avoir 19. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il y aura vraiment un acteur qui sera différent, un acteur technologique qui va émerger? Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'industrie. Quand on voit la Chine, c'est pas l'industrie qui a fait. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus par rapport à ces licences-là, les 19? C'est quoi exactement? C'est des agréments pour. Ces agréments, c'est quoi? C'est des agréments pour pouvoir émettre de la monnaie électronique, ce qu'on dit de la monnaie électronique dans le jargon fintech. C'est pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir une application pour payer concrètement. Donc c'est Inouï Money, DabaPay, etc. Une application. Là, on parle encore une fois, j'insiste, on parle pas de blockchain, on parle pas. C'est une application. Ça veut dire une application qui va utiliser le dirham, qui va utiliser exactement une application. Une application, exactement. Pour avoir une application à travers laquelle je peux payer, je peux faire des transactions. J'ai besoin d'un agrément, c'est ça? Je parle de l'entreprise. C'est pas l'utilisateur final. L'entreprise, par exemple, si moi demain je souhaite lancer Yacine Pay, je devrais passer par un process pour avoir accès à cet agrément, pour permettre à mes utilisateurs d'avoir accès à mon application. D'accord, pour suivre, j'imagine, la transaction avec la banque. Bien avec, sûr. Ok, très bien bien. sûr. Là, je comprends. Okay. Autrement, c'est illégal. C'est ça. Je peux moi-même lancer ma monnaie. Ça va être un peu du n'importe quoi. Ça va attendre la confiance, parce que tout ça, c'est la base de la confiance. Exactement. Et je prends souvent l'exemple de la Chine, parce que la Chine, moi, je la vois comme un exemple à prendre, parce que ils sont pas passés par cette vague de PC. Ils étaient comme nous à 90% de cash. Certes, c'est pas la même culture, mais il y a plein de similitudes. Et on peut s'inspirer de ce modèle. Je dis pas le copier, mais s'en inspirer. Moins s'inspirer de l'Europe et des États-Unis qu'on a suivis pendant très longtemps, parce qu'aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis copient la Chine en termes de technologie. Et que si on veut vraiment évoluer à l'avenir assez distinctement par rapport aux autres pays, ça serait intéressant de pouvoir réfléchir à un modèle africain. Ça pourrait être une monnaie, ça peut être un géant de la tech, etc. Sachant qu'on a vraiment une population très jeune et c'est dommage de ne pas pouvoir l'exploiter. Moi, je crois que c'est une excellente conclusion. Ça veut dire ne pas arrêter de copier l'Europe. Je dis pas que c'est copié, mais on a souvent tendance à voir ce qui se passe en Europe. Donc il faut vraiment, c'est ça. Non, je vais paraphraser un petit peu ce que tu es en train de dire. C'est plutôt s'orienter vers d'autres cultures, s'inspirer de ces cultures-là, parce que peut-être, le soleil il est de l'est là aujourd'hui. C'est une lumière qui peut, à travers laquelle on peut bénéficier. Et aussi prendre notre contexte qui est africain. Exactement. Et s'appuyer sur autre. Et en plus, si on voit les géants comme Alibaba, comme Tencent, etc., ces grands géants de la tech, on pense que c'est juste des e-commerce. Mais en Chine, Alibaba, ils ont créé 40 millions d'emplois. Donc c'est des plateformes qui créent de l'emploi, qui comptent en créer 100 millions d'ici à 10 ans. Donc c'est vraiment un point social qui est énorme. Donc ça ne veut pas dire que la technologie va tuer des emplois, mais au contraire, ça va vraiment en créer de nouveaux. Et il ne faut pas penser à copier, parce que copier, certes, ça marche à court terme, mais ça ne marche pas à long terme. Parce que si on réfléchit à un modèle à long terme, c'est voir ce que cherche mon client au quotidien. Et quand je travaillais chez Alibaba, c'était au quotidien, 50% du temps, voir ce dont mon client a besoin,
pouvoir créer au quotidien des nouvelles fonctionnalités sur l'application, etc. Très bien. Merci beaucoup, Yacine. Je crois qu'on va faire une petite pause et on revient vers 17h. Merci. Merci beaucoup. Merci.